et qui empêche de construire quoi que ce soit en centre-ville. Alors qu'à l'évidence, on doit densifier le centre-ville et permettre l'habitat individuel en périphérie des villes. D'ailleurs, qui sait que la densité des maisons de ville peut être la même que celle des bars? Laissons donc derrière nous les questions d'idéologie et bâtissons des projets communs. Enfin, le débat faut-il des tours ou pas de tours est absurde. Il faut des belles tours ou pas de tours du tout. Enfin, écoutez, je ne sais pas moi, mais c'est une drôle d'idée de dire qu'on ne veut pas de tours. Ben, écoutez, moi je préfère de belles tours à des cubes. Bon. La question, c'est d'avoir un urbanisme de qualité, d'avoir des gestes architecturaux qui font honneur à la ville, à la région, à la communauté. Ce débat idéologique est absurde. Bon. Il y a des tours qui sont magnifiques, il y a des petits immeubles qui sont horribles. On ne va pas dire renvoyer, dire tout ce qui est petit est bien, tout ce qui est grand est absurde. Bon. Oh, écoutez, quelques compliments de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ah, j'étais à Shanghai avec un certain l'autre jour. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ils ont 300 000 habitants de plus chaque année. Et nous, avec nos débats, on ne pense pas à dire est-ce qu'il faut des tours, pas des tours. Non, il faut des trucs bien. C'est tout. C'est exactement ce qu'on souhaite. Regardez ce qu'ils ont fait à Londres. Pareillement. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de dire quelqu'un que l'architecture de New York est détestable? Pas parce qu'il y a des tours. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je connais des tours, on se demande pourquoi elles sont mises là. À Montparnasse, par exemple. Bon. Non, mais si on veut être désagréable, on peut le faire. Nous avons un projet formidable qui est devant nous, qui est de concevoir la ville de demain. Et je suis d'ailleurs très frappé que dans les innombrables campagnes électorales qui occupent la France, la démocratie française, la question de l'urbanisme et de la ville de demain soit si peu présente, alors que c'est un sujet absolument majeur. La Commission pour la libération de la croissance, qui est présidée par Jacques Attali, réfléchit à la création d'une dizaine de ce qu'il a appelé joliment nouvelles villes d'éco-police. Eh bien, je pense que c'est le moment est venu pour la France de construire des villes d'un genre nouveau. Des villes qui soient des laboratoires de la modernité urbaine, des villes qui soient à la pointe de l'innovation en matière d'excellence architecturale, de haute qualité environnementale, de technologies de transport avancées, de communications les plus récentes. Villes pourraient être des vitrines de l'excellence française. Et sur un même lieu, je rêve d'une dizaine de villes qui intègrent emploi, logement, cadre de vie dans une perspective d'aménagement durable. Parce que dans la ville, il faut des logements, des emplois et de la qualité de la vie. Il faut arrêter avec les ghettos de quartier d'affaires, avec les ghettos pour les logements, avec les ghettos pour les jeunes, les ghettos pour les vieux, les ghettos pour les ceci, les ghettos pour les cela. Nous allons ensemble inventer la ville de demain. Eh bien, dans la ville de demain, il faut des jeunes et des moins jeunes, il faut des emplois et des logements. Et nous allons construire ces nouvelles villes. Moi, je voudrais que vous me compreniez, du fond de mon cœur, je vous dis les choses. Je veux une France vivante. Je veux une France dynamique. Je veux une France qui croit en l'avenir et qui n'a pas peur de bâtir et d'inventer des nouveaux projets, plutôt que sans arrêt nous lamenter sur une nostalgie disparue. Construire des logements, c'est construire l'avenir. À chaque fois qu'un logement est construit, cela crée des emplois, cela crée une offre supplémentaire qui fait baisser les loyers. À chaque fois qu'un logement nouveau est construit, c'est un logement mieux équipé, plus moderne qui apparaît. Au final, c'est l'insalubrité qui régresse. Avec le programme national de renouvellement urbain, l'État a lancé l'un des plus grands chantiers de l'histoire civile. 40 milliards d'euros d'investissement qui sont engagés pour réhabiliter, rénover, démolir, reconstruire 500 000 logements sociaux. Marc Philippe, tu as été associé de très près à cet effort. Eh bien, en plus de cet engagement considérable, je crois qu'il est temps de moderniser les circuits de financement du logement social. Le rapport de Kantsu, qui sera remis dans les semaines qui viennent,
nous donnera l'occasion de réexaminer les modalités de distribution du livret A. Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que la distribution du livret A soit élargie à d'autres réseaux bancaires. J'y mettrai 3 conditions. Que cela ne mette pas en danger la collecte, que cela se traduise par une diminution de la rémunération des réseaux distributeurs, et donc par un financement moins cher pour le logement social, un poil de concurrence n'est pas gênante, et enfin que ça ne bouleverse pas l'équilibre économique des réseaux qui distribuent aujourd'hui le livret A. Au-delà de ces questions propres aux acteurs du logement social, je veux continuer de mobiliser l'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent que leur plan de charge est saturé, qu'elles ne trouvent pas à recruter. Comment est-il possible que coexistent dans notre pays tant d'emplois non pourvus et tant de demandeurs d'emploi déclarés? Les jeunes ne doivent pas hésiter à se tourner vers un secteur au sein duquel l'ascension peut être rapide et réelle, comme l'illustrent certaines réussites individuelles extraordinaires, un secteur dont les conditions de travail se sont améliorées et dans lequel 60 000 emplois supplémentaires seront nécessaires au cours des prochaines années. Construire, ce n'est ni construire n'importe où, ni construire n'importe quel logement. Pas n'importe où, car les besoins de construction sont concentrés dans certains territoires. Christine, la région Île-de-France, 1/3 des problèmes des logements de France. Pas n'importe quel logement, car les attentes des Français sont d'être logés à un prix abordable. Pour développer une offre de logement bon marché, je demande à Christine Boutin et à Christine Lagarde d'élaborer un régime unique d'aide à l'investissement locatif qui soit suffisamment avantageux pour permettre la location à des personnes à faible revenu. Les avantages fiscaux accordés par l'État doivent désormais être proportionnés aux avantages sociaux consentis par ceux qui en bénéficient. Je pense que le parc privé doit être en mesure de développer une offre très sociale. L'adresse d'un logement, la qualité de son propriétaire et son statut importent peu en effet. C'est par le niveau du loyer pratiqué, c'est par les revenus de son locataire qu'un logement est social, non par la nature publique ou privée d'un bailleur. Il est absurde de décourager le secteur privé, qu'on peut encourager par des avantages fiscaux, à proposer des logements à ceux de nos compatriotes qui ont les revenus les moindres. Pour développer une telle offre, des mécanismes innovants restent à créer, qui sécurisent les bailleurs en leur garantissant le versement d'un loyer et le bon entretien de leurs biens. L'intervention d'intermédiaires qui s'occuperaient des relations avec les locataires est une solution que nous devons expérimenter. De nombreuses associations sont partantes, comme Habitat et Humanisme. Les collectivités locales sont également intéressées, car la solidarité est une affaire de proximité. Je demande à Christine Boutin de préparer un projet opérationnel qui pourra être présenté à tous en début d'année. Autrement dit, le propriétaire privé louera non pas à une personne à faible revenu, mais à une collectivité ou à une association, laquelle association contractera avec la personne à faible revenu. Ainsi, nous sortirons de l'exclusion nos compatriotes les moins fortunés et en même temps nous sécuriserons les bailleurs privés qui jusqu'à présent ont peur de louer, de peur de se retrouver avec des loyers impayés.